Il n'y a pas que l'avenir des retraites qui inquiète en France. La réforme des universités, ou dite encore loi de programmation, ne fait pas l'unanimité, loin de là. Elle est même vivement contestée. Avec nous pour en parler, Antoine Gaudin. Bienvenue à vous. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 3 Sorbonne. Vous êtes très mobilisé contre cette loi. Vous allez nous dire tout à l'heure pourquoi. Philippe Blanchet, bienvenue également. Vous êtes l'auteur de Main basse sur l'université, édition textuelle. Vous êtes linguiste, professeur de socio-linguistique. On va commencer par une image donc de ces rassemblements, journée de mobilisation ce jeudi 5 mars un peu partout en France, avec un mot d'ordre, l'université et la recherche s'arrêtent. Les manifestants dénoncent la précarité accrue qu'engendrerait selon eux la loi programmation pluriannuelle de la recherche, dite LPPR, rassemblement donc un peu partout en France. Voilà donc, et puis on va écouter, elle, la ministre en charge du dossier, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle est convaincue du bienfait de sa réforme. On écoute Frédérique Vidal. Cette loi est victime de ce qui devrait être le plus éloigné du monde de la recherche, c'est-à-dire des rumeurs. Et c'est pourquoi il est très important de réaffirmer ce qu'a dit le Premier ministre. La recherche a besoin de temps, a besoin de moyens et a besoin de visibilité. C'est tout l'enjeu d'une loi de programmation pluriannuelle de la recherche que de donner ces moyens et cette visibilité dans le temps. Nous avons besoin de rendre l'ensemble des carrières et des métiers de la recherche plus attractifs. Cela passe bien sûr par une revalorisation salariale, cela passe aussi par une considération plus importante accordée à ceux qui chaque jour, dans l'ombre de leur laboratoire, sont en train de préparer en réalité l'avenir de notre pays. Alors c'est vrai que c'est un peu comme la réforme des retraites. On a longtemps dit qu'on ne connaissait pas les grandes lignes, que ce n'était pas encore officiel et rendu public. Vous vous basez sur des rumeurs donc, selon la ministre ? Je pense que la ministre, elle est dans son rôle quand elle défend effectivement sa loi avec ces termes-là. Nous, ce qu'on entend, c'est surtout en fait des formules, des slogans, et on aimerait qu'ils soient suivis des faits. Mais nous avons l'habitude, notamment avec la loi ORE, avec Parcoursup, d'avoir des petites bribes d'informations qui passent à travers des rapports, à travers des interviews, qui effectivement nous font réagir parce qu'ils ne vont pas du tout dans le sens que nous souhaitons pour rétablir un mode de fonctionnement digne dans les universités. Alors sur ce que l'on sait, qu'est-ce qui vous choque dans cette réforme ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas dans cette réforme ? Alors, en fait, il faut partir du principe que les universités sont dans un état de délabrement quand même extrêmement important. La recherche française est en décrochage et les missions d'accueil et d'accompagnement des étudiants sont vraiment extrêmement endommagées actuellement. Ça, vous le constatez concrètement dans votre université ? On le constate concrètement au quotidien et depuis 15 ans, on voit que ça a empiré sous le coup de réformes qui vont toujours dans le même sens, des réformes d'inspiration néolibérale qui visent à plier les universités au mode de fonctionnement du privé, d'une entreprise privée et privée de moyens, si j'ai envie de dire, parce que ça s'accompagne également toujours d'un désengagement budgétaire de l'État qui préfère faire des arbitrages budgétaires en faveur d'autres catégories de la population et dont on voit bien aussi l'hostilité envers la notion même de service public. Mais pour vous répondre par rapport à ceci, qu'est-ce qu'on reproche en fait à cette loi ? On lui reproche d'aller exactement dans le sens qui a conduit au délabrement de l'université française, de renforcer toutes les logiques de managérialisation néolibérale qui ont amené à la situation catastrophique dans laquelle on est aujourd'hui. Justement, c'est au cœur de votre livre, cette question de l'intrusion du néolibéralisme dans le monde de l'université et de la recherche en France. C'est quand le tournant ? Le tournant, c'est quand, à partir du projet de loi Devaquet en 1986, les gouvernements qui vont se succéder vont tous essayer les uns après les autres de mettre la main sur l'université, à la fois pour réduire ce qui est perçu comme une charge pour la collectivité, bien qu'il y ait une obligation constitutionnelle d'offrir un système éducatif gratuit, ouvert à tous, et pour faire en sorte de faire fonctionner l'université comme une entreprise privée. Alors, ça rate en 86, on le sait. Grosse manifestation avec la tragique mort de Malik Oussekine. La mort, hélas, de Malik Oussekine. Ça revient un peu avec la loi Villepin. Puis juste après, il y a la fameuse LRU de Valérie Pécresse qui nous a été vendue comme une loi sur l'autonomie des universités. Qui, en fin de compte, alors que les universités étaient évidemment autonomes depuis très longtemps sur le plan scientifique et pédagogique, mais là, on leur a donné une autonomie budgétaire. En fin de compte, on leur a dit, vous allez vous débrouiller avec l'argent qu'on vous donne, mais évidemment, on ne va pas leur en donner assez. Le résultat, c'est que dans les années qui suivent,
plusieurs universités se retrouvent en déficit et que là, on mesure les effets maintenant, à peu près 10 ans plus tard, de la LRU. C'est la catastrophe. On pourrait vous rétorquer que par les temps qui courent, il faut faire des économies et hélas, à tous les échelons, aucun secteur n'est épargné. En quoi est-ce injuste selon vous et pourquoi l'université et la recherche seraient tenues à l'écart? Alors, d'une part, moi je pense qu'il ne faut pas mener de politique d'austérité, que de l'argent il y en a, simplement on préfère rétribuer les actionnaires du CAC 40 que de mettre de l'argent dans les services de base dus à la population. Et puis par ailleurs, parce que l'université, c'est avant tout là que se fait toute la recherche, donc c'est là que se fait toute l'innovation et que se construit l'avenir essentiel des sociétés. C'est là que se fait une éducation à haut niveau, une éducation critique. Et donc il y a des dividendes alors, un enjeu majeur des dividendes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron reçoit par exemple des chercheurs, d'ailleurs à la fois du public et du privé. Investir dans la recherche et l'université, il y a des retombées positives par la suite? Alors oui, tout à fait, et ça dépend aussi de la manière dont on investit, parce que nous, une des grandes critiques qu'on porte vis-à-vis des préconisations, des rapports des groupes de travail sur la LPPR, c'est qu'ils préconisent d'intensifier la logique de financement par projet au détriment des financements pérennes des laboratoires et des équipes de recherche. Or, c'est un mode de fonctionnement pour financer la recherche qui est un mode de fonctionnement très pervers, qui va souvent à l'encontre des logiques mêmes de la recherche et du travail scientifique. Ouais. Et on pense, nous, que même si on s'accorde avec notre gouvernement sur son culte de la performance et l'idée de faire monter la France dans le classement de Shanghai, etc., le vocabulaire de l'excellence, même si on s'accorde à cet objectif-là, les préconisations qui sont faites et la direction de la LPPR vont dans un sens qui va conduire à un échec, y compris sur ce critère-là, et à une catastrophe sur tout le reste des critères de fonctionnement d'un service public de l'université qui est un bien commun que mon collègue vient de rappeler. Il y a un point qui est très délicat, c'est l'idée de créer, c'est pas encore officiel, mais un conseil stratégique pour orienter la recherche publique, dont ce sera piloté par des présidents d'organismes. On peut citer le CNRS, l'INSERM, des patrons d'entreprises majeurs du secteur concerné, et puis quelques présidents d'universités. Est-ce que vous redoutez une perte de liberté du monde académique ? Oui, évidemment, c'est ça qui est visé. D'ailleurs, on voit bien que l'une des choses que toutes ces mesures cherchent à contourner, c'est l'indépendance absolue qui est garantie au niveau constitutionnel pour l'instant en France, des enseignants-chercheurs. Parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir exploiter l'université à des fins parfois justes et parfois bassement mercantiles. On voit bien qu'avec, par exemple, les contrats de précarité qui sont proposés, il s'agit de créer des universitaires qui n'auront plus le statut et la protection. Or, ça veut dire qu'on aura de la recherche sur projet à court terme pour répondre à des urgences. Très bien, mais que du coup, on vide complètement toute la recherche à long terme. C'est quoi la recherche sur projet, par exemple? Le coronavirus aujourd'hui? Le coronavirus, où on dit qu'il y a une urgence climatique, on se rend compte, mais c'est quand même des chercheurs qui s'en sont rendus compte. Il faut faire des recherches là-dessus. Qu'on mette une partie des moyens en disant ceux qui veulent travailler là-dessus, faisons-le, c'est une bonne chose. Mais on prend tous les moyens pour répondre à ça ou à d'autres choses qui sont beaucoup moins des vraies urgences, et on assèche la recherche sur le long terme, puis on construit une pyramide au sommet de laquelle il y aurait prétendument les excellents qui font de la bonne recherche et puis les autres qui finalement n'ont plus les moyens d'en faire. Il ne faut pas oublier qu'on passe une bonne partie de notre temps à chercher les moyens de travailler. C'est comme si on demandait à des pompiers de chercher les moyens d'acheter l'essence pour mettre dans leur camion. On parle de cette mobilisation aujourd'hui, mais en fait, ça fait plusieurs semaines qu'il y a des rassemblements de votre côté. On a le sentiment que vous êtes difficilement audible. Aujourd'hui, il y a eu toute la séquence avec les Gilets jaunes. Aujourd'hui, il y a cette épidémie de coronavirus. Comment vous faire entendre, au fond ? Eh bien, en fait, on a commencé, quand les universités ont commencé à entrer dans le mouvement, on a commencé avec des actions qui étaient plutôt symboliques et qui étaient des actions du type tribune, motion, assemblée générale, et puis jet de copies devant le ministère, pour les médias, des flash mobs. Enfin, on a vraiment épuisé tout l'attirail des types d'actions qu'on pouvait mener qui étaient non offensives pour attirer l'attention sur notre situation. Ça n'a pas fonctionné et le gouvernement et la ministre restent totalement sourds à ce qu'on dit, semble être dans une forme d'autisme caractérisé par rapport aux véritables enjeux de l'université. Donc maintenant, on passe à une forme d'action qui est un petit peu plus offensive et qui implique notamment l'arrêt des cours, qui implique notamment la rétention des notes et la démission des fonctions administratives qu'on assure gratuitement sur notre temps de recherche et d'enseignement et qui va faire le lien avec ce qui se passe notamment dans les hôpitaux publics. Si on veut faire comprendre aux Français... Ouais, ça rappelle effectivement le mouvement des chefs des services dans les hôpitaux. L'objectif tout de même,
vous ne voyez pas de point positif? L'objectif d'atteindre 3% du PIB pour la recherche, c'est plutôt ambitieux, non? Bien sûr, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Où on va le mettre? On va le donner à qui? Pour faire quoi? Caché derrière cet argument, il y a ce que la ministre vient de dire là dans le message que vous avez passé. Ouais. En fait, elle dit tout le contraire de tout ce qu'on sait de ce que va être cette loi. Ouais. Ils avaient appelé Bienvenue en France un système qui empêchait les étudiants francophones du monde de venir en France. J'allais vous poser la question. Bon, on sait comment ces gens font, c'est-à-dire qu'ils annoncent une chose et ils font le contraire. Mais tout ce qui a fuité nous laisse à penser que ça sera exactement le contraire. Vous s'est appliqué cette augmentation drastique des frais de scolarité pour les étudiants étrangers hors Union européenne. C'est un sujet qui vous a mobilisé? C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé et mobilisé, effectivement, notamment parce que, vous savez, c'était une revendication de Marine Le Pen dans son programme en 2017, mais elle avait dit il faut quand même pas faire ça, faire payer les étudiants étrangers hors Union européenne au point où ça devient dissuasif. Et Madame Vidal et son gouvernement, ils ont réussi à aller jusqu'au point où ça devient dissuasif et où, effectivement, on bloque complètement l'entrée en France d'étudiants qui viennent notamment des pays pauvres et des pays d'Afrique et dont les études nous disent d'ailleurs très bien qu'ils rapportent davantage à la France que ce qu'ils lui coûtent. Donc il y a vraiment une forme de, moi je n'hésite pas à dire, de racisme d'État dans cette loi qui effectivement s'appelle Bienvenue en France, ce qui est vraiment une application de la novlangue macronienne qui est poussée jusqu'à un point de cynisme assez incroyable. Eh bien, voilà, vous m'avez demandé si c'était appliqué. Pour l'instant, les présidents d'université au fond de la résistance et ont refusé de l'appliquer. Mais bientôt, les universités sont tellement exsangues en termes budgétaires, ils seront contraints plus exonérés, de l'appliquer. Le Conseil constitutionnel a considéré que c'était contre la Constitution, qu'on n'avait pas le droit de le faire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour parler donc de ce sujet dont on aura l'occasion de reparler.